crois qu'on est bon. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver sur la masterclass Comment capter et attirer les talents que vous souhaitez vraiment. Donc, on va peut-être commencer par se présenter côté Golden Bees et Capgemini pour vous expliquer un petit peu pourquoi est-ce qu'on a choisi cette thématique. Alors, je crois qu'on avait une petite slide. On avait une petite slide pour se présenter. Donc, Gianne, on te laisse démarrer. Oui, bonjour tout le monde. Donc, Gianne Bacciocchini, je suis la directrice du recrutement de Capgemini en France. Euh, Capgemini, une entreprise du service numérique. Et en termes d'enjeux de recrutement cette année, on est parti sur 6200 recrutements de CDI, 900 stagiaires et 900 alternants, qui est quand même une belle année de démarrage pour nous, avec un marché assez compliqué qu'on va pouvoir expliquer aujourd'hui et puis peut-être donner quelques leviers pour mieux cibler les candidats. Alors, pour ma part, donc, Nolwenn, Chief Marketing Officer chez Golden Bees, donc partenaire de Capgemini sur les enjeux de recrutement. On est une société leader depuis plus de 6 ans maintenant sur le recrutement programmatique pour aller toucher donc, les candidats, le potentiel des entreprises au bon endroit, au bon moment et à l'instant nécessaire pour permettre à nos partenaires de trouver les bons collaborateurs. Donc, bonjour à tous, moi je suis Clémence, je suis account manager chez Golden Bees et on accompagne quotidiennement plus de 300 recruteurs en Europe sur des sujets donc, de sourcing, de marque employeur et de campagne handicap et diversité. On les conseille dans la construction de leur stratégie, mais également le suivi des résultats des actions menées ensemble pour les aider. Voilà, et du coup, on se retrouve autour de ce terme capter et attirer les talents que vous souhaitez vraiment, parce que en préparant notre projet autour du Hub Institute, on s'est rendu compte que c'est pas le tout de capter finalement et de faire de l'acquisition de candidats. L'idée, c'est vraiment de travailler la rencontre entre l'offre et la demande, entre le besoin et le potentiel. Et c'est ce qu'on souhaitait en fait partager via nos retours d'expérience. Et puis aussi pour coller aux tendances du marché. On va vous montrer une slide avec quelques chiffres clés qui montrent un petit peu à quel point l'acquisition des talents qu'on veut vraiment est clé et pas si simple. Parce que si on regarde les chiffres dont on dispose côté recruteur comme côté candidat, on se rend compte qu'en fait le marché est à la fois très challenge pour les recruteurs et en même temps c'est un vivier de potentiel et de performance à tous les niveaux extrêmement intéressant. Dans le cadre de notre partenariat avec le Hub Institute, on a eu le plaisir côté Golden Bees de travailler une démarche qui s'appelle Relance RH, qui a donné lieu à un livre blanc qu'on a sorti très récemment, et on a été frappé de voir à quel point côté sans doute un petit peu, mais côté recruteur, on a des enjeux extrêmement forts et affirmés, après en plus un an de crise sanitaire, autour de travailler la communication, optimiser la stratégie de sourcing, mais pas forcément que pour des enjeux budgétaires, réellement parce qu'il y a des attentes candidats, il y a des attentes en fait sur le potentiel de collaborateurs à venir qui ont changé. Et ça va être aussi un des sujets de notre masterclass, d'autant plus important que finalement, ces candidats-là, ces futurs collaborateurs, ils ne sont pas forcément actifs. En tout cas, ils n'ont pas une attitude forcément proactive envers les entreprises. Donc là, on se met à la place du recruteur, on se dit, bon, bah, c'est quand même particulièrement compliqué. Quand on regarde une étude LinkedIn qui a été faite, il y a quand même 70% des candidats qui sont en fait passifs aujourd'hui. Et après un an de crise sanitaire, on a comme des chiffres un petit peu importants à prendre en compte. 12% par exemple de cadres qui envisagent en fait de changer d'entreprise, mais à très long terme. Donc on est dans un marché à la fois très dynamique et en même temps un petit peu attentiste. Et on se rend compte, et c'est ce qu'on voulait voir avec Gianne, que paradoxalement, tout ça est plus positif parce que dans ces candidats passifs, par exemple, en fait, il y a un potentiel de fit qui est très important. Alors, Gianne, je vais te laisser la parole parce que quand on parle de candidats passifs, c'est ce qu'on avait constaté ensemble. Bah, finalement, on se rend compte que c'est pas vraiment un drame. Au contraire, c'est plutôt un avantage. En effet, aujourd'hui, nous, on est dans un secteur où il n'y a pas assez de candidats. Donc, il y a beaucoup plus
d'offres d'emploi que de candidats. Et d'ailleurs, il nous est beaucoup plus facile aujourd'hui de trouver des clients dans ce contexte-là que de trouver un bon candidat. Donc, ce marché a changé quand même depuis quelques années, avec ces 70% de candidats passifs qui, eux, sont des candidats qui ne recherchent pas activement de nouveaux postes. La majorité d'entre eux, ils sont bien là où ils sont. Ils ont donc besoin d'avoir un genre de déclencheur pour commencer à réfléchir et à s'intéresser à une entreprise et peut-être à postuler ou même répondre aux sollicitations. Et même leur processus de prise de décision va prendre beaucoup plus de temps en général. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas ouverts à l'idée d'une meilleure opportunité, mais ils ne vont pas aller activement regarder ces offres d'emploi et surtout qu'ils sont récemment très sollicités dans le monde de la tech. On avait fait un test un jour, je vous raconte cette histoire, on s'est dit, on va se mettre à la place de ces candidats. On a créé un compte LinkedIn, qui est le compte un peu magique, développeur Java, une femme. On l'a créé sans mettre le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, il était quelque part, je dirais pas dans d'autres données. Et puis, on l'a posté à 8 heures. En fait, à 10 heures du matin, il y avait déjà 80 emails dans la boîte de réception de ce candidat et il avait reçu pas mal d'appels téléphoniques. Ça veut dire qu'il y a aussi non seulement de très bons outils pour identifier ces candidats-là, mais il y en a aussi qui avaient des outils pour aller trouver son numéro de téléphone. Et donc, en fait, on continuait à les contacter de cette manière-là et les résultats n'étaient pas top jusqu'au jour, là, je vous raconte une anecdote et elle est réelle, où j'ai une de mes recruteuses, elle est arrivée dans mon bureau avec des cheveux bleus et puis elle me dit c'est génial, c'est ma meilleure journée. J'ai eu un énorme succès aujourd'hui avec les candidats. Et donc, du coup, ça c'était intéressant. Et je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ce jour-là, elle avait changé sa photo. Elle avait mis une photo d'elle avec les cheveux bleus. Et puis, elle a envoyé des mails aux candidats de la part de la fille aux cheveux bleus. Et du coup, elle avait eu beaucoup de candidats qui avaient répondu à ces sollicitations. C'était pas de nouveaux candidats, c'était des candidats qu'elle sollicitait auparavant avec des messages un peu tout simples. Et là, elle avait une approche un peu plus différente. Elle avait eu des réponses avec en signature le geek aux chaussettes bleues, le data scientist avec le blues. Ça veut pas dire que finalement l'approche bleue est la bonne un peu partout, mais ça veut dire qu'en ciblant un peu plus des choses qui intéressent les candidats, des messages qui leur parlent, des éléments d'affinité, on cible mieux les candidats. On avait avant une approche qui était la même, on ciblait tout le monde avec le même message, et du coup, on s'est dit, la vraie clé avec cette expérience-là, c'est de se dire, il faut qu'on commence à communiquer à nos candidats d'une façon qui résonne en fait chez eux. Au lieu de les chasser, il faut leur donner envie en fait de venir nous voir en rendant la communication beaucoup plus pertinente pour eux. Donc de la pixelisation de communication. Donc c'est un genre de dialogue de long terme qui va les passer d'un élément de où je connais l'entreprise à je m'intéresse et puis tiens pourquoi pas je postule. Mais c'est là qu'on arrivait un peu dans la limite parce que c'est vrai c'est une équipe de recruteurs, de sourceurs qui connaissaient les méthodes de sourcing, mais maintenant qu'on se dit il faut qu'on utilise une approche marketing telle qu'elle peut exister dans le B2C. J'avoue qu'on n'avait pas les compétences en interne, on n'avait pas la connaissance ni les compétences externes de comment cibler ces candidats avec la bonne communication, les bons canaux au bon moment. Et c'est là qu'on a rencontré Golden Bees. Là, tu évoques, Gian, finalement la double casquette qui est de plus en plus prenante aujourd'hui comme niveau ressources humaines et recruteurs, c'est vraiment bien sûr toute cette expertise dans le sourcing pour savoir aller les chercher, mais vraiment ce côté de communicant RH. C'est quelque chose qui est vraiment ressorti de façon très forte dans l'étude qu'on a menée auprès de plus de 200 décideurs RH pour savoir un petit peu comment ils se positionnaient par rapport à toutes les nouvelles tendances. Et très clairement, cette logique de communication, exactement ce que tu dis, de savoir en fait aussi faire des messages qui font mouche auprès de nos cibles. Là, on est vraiment dans la base du marketing aussi quelque part. C'est plus efficace et surtout c'est plus
c'est plus pertinent à tous les niveaux parce qu'il y a moins de déperdition, il y a moins de volume, entre guillemets, de candidatures aussi pour rien, parce que là, on parlait de la tech, on a plutôt une pénurie de candidatures par rapport au nombre de jobs disponibles. Ça peut être aussi l'inverse, on peut avoir beaucoup de demandes de candidatures sur des postes où là, il y a beaucoup trop à trier finalement. Donc, c'est vraiment exploiter plus la qualité plutôt que le volume. Et ça, c'est vraiment un challenge pour les recruteurs aujourd'hui qui, depuis des années, finalement, on dispose de pas mal de solutions qui leur ramènent du trafic, qui leur ramènent du volume, et on se rend compte que c'est pas toujours adapté. Et d'ailleurs, Jeanne, on avait évoqué, tu parlais de cette logique de renforcement de la communication, qu'on a eu le plaisir de travailler ensemble au-delà du sourcing. Il y a quelque chose qui nous avait frappé, c'est aussi ce que Capgemini avait mis en place en interne pour mieux travailler en synergie sur la partie marketing RH. Il y a vraiment des profils clés qui ont été faits chez vous pour mieux travailler ces éléments-là, quoi. C'est clair qu'on a renforcé l'équipe. Bon, d'un côté, on a quand même formé beaucoup plus tous les recruteurs à ces aspects externes parce qu'ils sont un des premiers, entre guillemets, communicants en termes d'employee advocacy. Mais on a une équipe on l'appelle marketing, l'équipe de marketing recrutement, qui est un peu ce lien entre la connaissance du monde du recrutement et le monde du marketing pour travailler avec nos partenaires externes. Et on a commencé par segmenter la cible de communication. Et en travaillant avec vous, on s'est rendu compte, on a défini quels sont les canaux qui sont intéressants pour eux, où est-ce qu'ils se trouvent pour aller leur adresser cette communication au-delà des endroits où un candidat actif, qui sont quand même très importants, aussi les candidats actifs, on parle des passifs, mais les actifs, on continue à communiquer vers eux. Mais il y a aussi, aller communiquer ailleurs que sur les canaux d'emploi, mais aller les trouver sur des canaux affinitaires, je pense que vous en parlerez après, et tout en scénarisant le contenu qu'on va leur envoyer. Donc, on ne va pas leur envoyer juste des exemples d'emploi. Ça, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, qu'on continue à faire aussi. On va se dire quel est le dialogue qu'on va construire avec une communauté en particulier, un persona en particulier, pendant une période définie. Donc, on va se dire, on va leur envoyer bien sûr des éléments de notre promesse employeur, mais on va se dire, il y a les témoignages de nos collaborateurs. On va essayer aussi de leur pousser ce contenu-là, des exemples de projets, des publications qu'on va faire. Tous ces contenus-là, on définit notre cible et avec la collaboration qu'on a ensemble, on va aller à des moments précis sur des canaux qu'ils utilisent, les toucher pour engager ce dialogue, pour qu'à la fin, soit au moment où ils sont prêts, ils vont postuler par eux-mêmes, ou bien ils vont répondre aux sollicitations des recruteurs. D'ailleurs, sur la partie, justement, les fameux canaux, la stratégie de sourcing, je pense que Clémence, tu as quelques éléments à nous exactement. sur ce sujet. C'est un peu cœur du métier. Pardon, je perds ma voix un petit peu. On a un partenariat effectivement depuis plusieurs années avec Capgemini sur des actions de recrutement et de visibilité donc pour les candidats passifs. Et là, la manière dont on va procéder, pour expliquer rapidement, c'est qu'on va les pousser à la fois donc des messages de marque employeur et des offres d'emploi via des bannières dans la navigation en fait quotidienne des internautes, donc sur une diversité de sites internet et également sur une part sociale, donc Facebook et Instagram. Le but, ça va être de pouvoir vraiment créer avec les candidats passifs, mais également de pouvoir se débarrasser un petit peu de toutes les idées préconçues qu'on peut avoir, tout simplement de tous les biais qu'on a. Comme par exemple se dire qu'on va aller chercher donc, des profils IT, donc on va aller uniquement sur des sites comme jeuxvideo.com. Alors on peut en trouver, mais on va vraiment considérer plutôt le candidat passif comme un internaute en tant que tel. Et comme tout à chacun, il peut aller consulter des sites d'actualité, chercher des recettes de cuisine. Il n'est pas en fait simplement réduit à son intitulé de poste. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête. Donc, s'il se rend sur un site de cuisine, on va d'abord lui pousser donc, le message de marque employeur ou des offres une première fois. Puis, s'il se connecte sur son profil Facebook, on va aller lui repousser dans son fil d'actualité le même ou un message différent, mais toujours d'avoir ce lien de contact, c'est plusieurs points de contact qu'on va garder jusqu'à forcément qu'une interaction se crée avec donc soit un clic sur la bannière et derrière une candidature. L'intérêt, évidemment, ça va être de pouvoir s'adresser à la bonne audience pour que l'action de candidature se déclenche. Et pour cibler la bonne audience, ça va passer avant tout avec des échanges avec Capgemini pour vraiment pouvoir comprendre leurs besoins, cerner les attentes et pouvoir cibler en fait ces profils types de candidats
ces personas, en fait, c'est un travail qui est fait et qui doit être fait, en fait, des professionnels, du recrutement pour pouvoir vraiment avoir j'allais dire un petit peu un portrait, robot, des candidats qu'on souhaite, aller toucher. Je sais pas, peut-être si Jiane, tu veux rebondir sur comment vous créez vos personas, chez Capgemini? En fait, la façon dont on les a créés, on s'est dit: «Ces personas, ils sont en premier chez nous, en interne». Donc on a commencé à faire des ateliers de travail en interne pour les identifier, pour essayer de comprendre leurs habitudes, ce qu'ils cherchent, quels sont les canaux qu'ils utilisent et après cette segmentation-là, c'est avec un échange avec vous qu'on a confirmé, ces éléments-là et peut-être eu d'autres idées, aussi de canaux qui vont au-delà de ce qu'on a créé en interne. Donc c'est plutôt des habitudes, voilà, leurs habitudes, ce qu'ils recherchent, sur quels canaux ils sont, quel type de message à quel type de message ils sont sensibles, pour, voilà, alors un persona n'est pas égal à un rôle, hein, mais parfois on peut se dire que les architectes techniques, peuvent être un persona spécifique et là on a eu, de bons résultats sur cette communauté-là qui est une communauté cible, recherchée, pas mal dans le monde de la tech. Exactement et c'est vrai qu'une fois qu'on a toutes ces informations, ça va être après, bah, de notre côté, on va aller segmenter notre data pour savoir comment aller atteindre cette cible et enfin aller pouvoir pousser donc le bon message, à la bonne personne, tout simplement au bon endroit. Donc une fois j'allais dire ces échanges faits, cette segmentation faite et les actions de sourcing lancées, on va affiner, le ciblage tout au long de la campagne, tout au long des actions par rapport aux résultats, que l'on voit et que l'on suit en direct. Donc pour un exemple concret, si on constate que les candidats vont cliquer sur des bannières et sur des tranches horaires de 14-18 heures, on va évidemment prioriser la diffusion, de la bannière sur ce temps. Si on constate qu'ils, candidatent plus sur Instagram que Facebook, également, on va s'adapter en temps réel. Donc ce qui nous permet vraiment de voir, en fait, sur quel support, à quel moment l'audience est réceptive et du coup, forcément, d'optimiser par rapport à ces données. En termes de résultats, ça nous permet également de baisser, le coût par candidature, de 22 depuis le début du partenariat. Cette notion de coût par candidature, en fait, c'est l'un des indicateurs clés, qui nous permet de mesurer l'efficacité, des actions menées, tout simplement. De garder en tête, ce sujet de retour, de ROI, en fait, d'être vraiment dans une stratégie héroïste sur toutes les actions qu'on va mener. Mais outre un peu toute cette part de résultats chiffrés, de statistiques, l'un des facteurs de réussite, de notre partenariat, c'est vraiment également cette notion, bah, d'accompagnement pour co-construire ensemble, la stratégie de demain. Donc on a parlé évidemment donc des synergies qu'on doit avoir, en interne dans les entreprises, mais il y a également, bah, les synergies, au niveau de notre partenariat. On va échanger fréquemment, on va mettre en place justement, on va conseiller pour pouvoir s'adapter à la fois aux nouveaux besoins, de Capgemini, mais également pouvoir s'adapter, aux actualités, aux évolutions du marché de recrutement, justement sur l'apparition, bah, peut-être de nouveaux canaux, pour aller pousser des messages, de marque employeur ou des offres d'emploi. Pouvoir s'adapter, bah, on le sait malheureusement, sur ces derniers mois, sur ces dernières années, à l'actualité Covid et pouvoir du coup lancer des actions spécifiques sur certaines, typologies de métiers. Effectivement, on parlait des architectes IT ou pouvoir accompagner également Capgemini sur des sujets un petit peu, d'actualité, comme par exemple des actions de féminisation, qu'on a pu lancer et qui sont en cours également. Je ne sais pas si Jeanne, peut-être si tu veux rebondir sur ce point féminisation? Non, mais féminisation dans le secteur de l'IT, c'est le sujet de tout le monde. On lance une série de webinaires, en fait, là pour aider les femmes à se projeter dans des rôles, à forte, responsabilité parce que on avait réussi à recruter, des jeunes femmes, mais en fait, on s'est rendu compte que ce qui bloquait, c'était plutôt de se projeter, à un niveau, haut de pyramide. Donc on a lancé une campagne, de partage de contenu et là, on a réussi aussi, à bien faire le ciblage donc ça démarre la semaine prochaine. Peut-être un message quand même pour compléter parce que tout le monde peut s'inquiéter en se disant: «Ouh là là, ça va, être des budgets très importants» et en fait non, parce que là, comme on est dans le ciblage, vraiment micro, des profils qu'on souhaite, là on sait, se dire: «Voilà, ma cible, elle est celle-là, c'est tant de milliers de personnes et parfois tant de centaines de personnes». Donc ça va au final coûter beaucoup moins cher que de faire une campagne qui cible tout le monde et on n'est pas sûr de sa pertinence. Donc, on va segmenter, ces budgets et ils vont au total
pas nous coûter plus cher qu'un budget total de communication. Au contraire, avec un ROI qui est vraiment positif. Et on arrive maintenant à mesurer le nombre de recrutements via des candidats passifs qu'on a. Aujourd'hui, plus de 50% de nos recrutements actuels, ce sont des candidats qui sont passifs. Donc, on sait que ce sont des candidats qui n'ont pas été rechercher nos annonces sur nos sites. Donc, on a réussi et également à limite multiplier par 2 le nombre de réponses à des sollicitations qu'on peut avoir vers des candidats. Oui, c'est vrai que c'est exactement ça. C'est qu'il y a à la fois ces stratégies, j'allais dire, de sur-mesure par rapport à toute cette notion de ciblage, mais également du coup d'investissement intelligent, et de flexibilité et d'adaptabilité en fait tout au long, des actions et de notre partenariat. J'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, Giane, aussi sur la partie ROI, finalement, pas forcément effectivement de mettre des budgets très importants. C'est aussi tout le potentiel, effectivement, de l'anticipation. On l'a mis dans notre livre blanc, effectivement, parce que la performance et la partie data, c'est pas du tout une finalité. En fait, c'est un levier de travail pour, en fait, être puissant en fait dans ses décisions et dans ses activations en fait auprès des candidats. Ça n'a pas besoin d'être très compliqué. En revanche, il faut être extrêmement solide en fait sur ses objectifs. Il faut savoir ce qu'on veut en fait. Il faut bien l'anticiper, bien le travailler comme tu disais avec les autres métiers, parce que quoi de mieux finalement que la division métier qui a besoin de recruter des collaborateurs pour savoir leurs besoins en fait, et puis aussi challenger ce que tu disais tout à l'heure, Clémence, aussi les préjugés. Tu disais effectivement, c'est pas parce qu'on recherche un tech qu'on est obligé d'aller cibler uniquement sur jeuxvideo.com. En fait, c'est vraiment d'aller sur le contexte média, quelque part le contexte de l'internaute. En fait, c'est pas qu'un candidat, c'est une personne aussi en tant que telle, et c'est ça qui permet d'être efficace et dans son activation, dans son optimisation budgétaire du coup, et de rencontrer la bonne personne. Donc voilà, la méthode qu'on vous a expliquée, ça a vraiment des vertus. Je vois que le temps file un petit peu et on a 2 questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, Giane et Clémence, on peut peut-être y répondre. Ce qu'on a, comment scénariser sur du long terme et anticiper le recrutement en synergie avec les métiers. Donc, on y a un petit peu répondu, mais on peut peut-être apporter des précisions supplémentaires. Et êtes-vous en mesure de cibler des profils très spécifiques comme les architectes IT et comment? Pour répondre à la première question, en fait, on regarde beaucoup les études. Qu'est-ce qui intéresse les candidats en général? Quels sont les sujets, quels sont les critères de choix d'une entreprise? Il y a pas mal d'études assez précises là-dessus et on voit par exemple que, dans le premier, ça va être l'environnement de travail, une bonne ambiance. Un des critères, ça va être l'innovation. Le troisième critère, ça va être l'émulation intellectuelle. Donc en fait, on s'inspire aussi, de ces critères-là pour se dire: «OK, si on devait communiquer une image positive sur ces critères-là, qu'est-ce qu'on a nous comme, asset en interne à pousser en externe?» Donc ça va être les exemples projets, les partenariats innovants qu'on a, également, parfois des vidéos sur l'ambiance de travail. Donc en fait, on s'inspire de ça et on se dit: «Après voilà, on connaît les canaux par cible, qu'est-ce qui les intéresse?» Quand on parle d'émulation intellectuelle, qu'est-ce qui va intéresser, un architecte dans ce secteur-là? On va regarder nos publications, on va se dire: «OK, celui-là va l'intéresser. Le partenariat qu'on a fait avec un éditeur dans le cloud va l'intéresser». Donc on croise les besoins, les personas qu'on a, nous, nos assets aussi, parce qu'il faut pas non plus, survendre des choses ou embellir la réalité, parce qu'après s'ils arrivent et qu'ils sont pas contents, c'est quand même des efforts qui ont été perdus. Donc on aligne entre guillemets leurs enjeux, nous ce qu'on sait faire et les canaux qu'on a également pour les cibler. Et bien sûr, pour cibler les profils très spécifiques, oui, parce que, franchement, j'ai trouvé ça magique aussi de se dire, non seulement on peut être très spécifique en termes de métier en lui-même, peut-être parfois, de nombre d'années d'expérience, ça va être d'habitude d'utilisation des canaux digitaux et autres. C'est assez précis, et c'est ça un peu la puissance de tout ça. Mmh.
Oui, Et et lorsque les... Ouais, pardon, pardon. vas-y. Je rebondis juste sur justement la notion d'aller cibler des profils spécifiques. En fait, c'est tout l'intérêt tout simplement également et la valeur ajoutée de notre solution. On va pouvoir aller chercher donc des architectes IT, après sur des typologies, des chauffeurs routiers, on peut aller sur des médecins militaires également. Donc ça va vraiment être, cette notion de, j'allais dire, de ciblage, intelligent. On dispose de plus de 22 millions de data qu'on va segmenter sur une base de critères RH et ensuite vraiment, échanger avec vous pour comprendre et pouvoir avoir une frappe, j'allais dire, quasiment chirurgicale au niveau des profils qu'on va aller targeter, tout au long de leur navigation. Puis il y avait une question sur le temps, budget. Alors pas le temps, pas le budget, c'est un peu compliqué. Il faut faire des choix parce que si on n'a vraiment pas le temps, il faut parfois externaliser certaines choses et ça il faut le faire. Il y a plein de possibilités et si on n'a pas le budget, il faut vraiment le faire. Moi, je pense qu'il faut prendre le temps et avoir le budget, mais pas nécessairement des budgets importants. Comme je disais, c'est vraiment des petits budgets à chaque fois de sponsorisation qu'on va utiliser par campagne, par contenu. Donc là, les budgets sont pas importants et le temps, il faut le trouver parce que c'est du temps qu'on va gagner derrière sur des candidats qui, eux, sont des candidats qui vont, pour certains, postuler sans que ce soit les bons candidats. Donc, quand on prend le temps de faire venir les bons candidats, c'est du temps gagné avec des candidats qui sont pas bien qualifiés au final. Donc, tout le monde, en fait, toute l'équipe, que ce soit recrutement ou marketing recrutement, est formée, informée, sensibilisée à ces enjeux-là et a tout le temps le réflexe à chaque fois qu'on a des nouveaux enjeux ou même ceux qui sont récurrents à faire appel à nos techniques de marketing recrutement pour rendre leur métier plus efficace. Ouais, c'est vrai que c'est toutes ces actions de marketing, en fait, recrutement, comme tu disais, Jeanne, ça va être en fait la base après d'une stratégie saine et efficace à moyen et long terme. Et ça va être cette notion vraiment de cercle vertueux. Donc c'est vrai qu'on a souvent cette question qui arrive de la part de nos entreprises partenaires. On dit, bah, on a une urgence peut-être de recrutement immédiat. Tout de suite, ce qu'on va vouloir faire, ça va être de générer des candidatures, des CV au plus vite. Mais c'est vrai qu'il faut rentrer dans cette démarche voilà, de qualification, de comprendre, de ne pas rester sur des idées préconçues pour pouvoir en fait rentrer dans une stratégie ensuite donc d'efficacité et de retour sur investissement qui recroise après, j'allais dire, toute la partie de notion de budgétaire, tout simplement, où l'intérêt, ça va être d'avoir des résultats rapidement et qui correspondent aux attentes. Ouais, puis sur un volet peut-être moins technique que l'acquisition, le sourcing, c'est aussi pas hésiter à s'inspirer en fait des bonnes pratiques. En fait, faut se faire un petit peu confiance, faut optimiser ses budgets, il n'y a pas besoin d'en avoir des quantités astronomiques de budget. Il faut bien penser ce qu'on veut, pas hésiter à regarder les bonnes pratiques qui sont partagées par le marché. C'est exactement pour ça qu'on a fait aussi le livre blanc Relance RH. C'est parce qu'il y a plein d'initiatives et de méthodes de travail éprouvées, comme c'est le cas avec Capgemini, qui fonctionnent. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à aller regarder qu'est-ce qui est fait sur le marché par des entreprises parfois plus matures ou qui ont des enjeux vraiment très spécifiques. Là, on parlait des métiers du numérique. Il y a des solutions. Il ne faut pas hésiter à regarder mieux anticiper et en fait être dans une logique aussi d'apprentissage. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne. On a eu un petit. Je pense qu'on arrive au bout de la masterclass. J'ai l'impression on arrive au bout, on est coupé. En tout cas, merci à tous si vous êtes encore avec nous. On espère qu'on a pu répondre à vos questions et puis on reste à votre écoute, bien sûr, si vous voulez enquêter davantage sur comment capter ces talents cachés mais bourrés de potentiel pour les entreprises. Merci à toutes. Merci. Au revoir. Merci Jeanne, merci Clémence.